Est-ce que, pour la raison d'État, j'ai le droit de commettre un certain nombre d'actes? Et est-ce que je peux le faire face à ma propre conscience et à ma propre morale? On a décidé à l'époque de monter un service d'exécution que j'ai appelé tout de suite Murder Incorporated. On a le droit de commettre toutes les turpitudes à condition de ne pas se faire prendre. C'est ça la grande morale. Un service de renseignement ne peut pas être dirigé comme un service ordinaire. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'effondre, 28 ans après avoir été construit. Cet événement, l'un des tournants du XXe siècle, survient sans que les services occidentaux l'aient annoncé. C'est un choc. La chute du mur est un chamboulement total, non seulement pour notre maison, mais pour la plupart des services occidentaux. Vous avez dans tous les services de contre-espionnage une génération entière, voire deux, qui ont été formés uniquement à la guerre froide et la confrontation avec les puissants, les très puissants services de l'Est. Il y a eu une période de doute, il y a eu une période d'incrédulité, et très vite on s'est quand même rendu compte que le mur était vraiment tombé. Un an après l'effondrement de l'Union soviétique, un événement incroyable se produit. Evgeny Primakov, le nouveau patron du SVR, nouveau nom des services de renseignement extérieur russes, entre dans la cour de la DGSE avec une demi-douzaine d'anciens du KGB. Un nouveau climat semble régner entre des services qui s'étaient affrontés pendant près d'un demi-siècle. Les hommes qui sont venus, ils étaient assez nombreux ce jour-là, étaient ceux-là même qui s'étaient battus. Il n'y avait pas eu aucun changement à l'intérieur de la maison, aucun changement. Et donc, on les connaissait pratiquement tous sur papier. Mettre un visage sur eux, ah, c'est lui. Tout le monde était aux fenêtres, je me souviens, ça, c'était grandiose. J'ai même été reçu au comité central du Parti communiste, au Kremlin, s'il vous plaît, excusez du peu. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient reçus au Kremlin. Et j'ai eu droit à toutes les attentions que les soviétiques réservent à leurs bons camarades, toute rancune bue. Il faut se souvenir que pendant cette période, tout le monde parlait des dividendes de la paix. Mais les Russes, ils m'ont tempéré un peu notre ardeur démocratique, si vous voulez, en disant, vous savez, quand on a appris à faire du renseignement, c'est comme quand on a appris à nager, hein, c'est pour toute la vie. On n'a jamais cru à la DST, je crois que personne n'a jamais cru que ça allait être un long fleuve tranquille où le monde entier allait être en paix pour l'éternité. C'était pas la fin de l'histoire. L'ennemi héréditaire a disparu, mais les espions vont se reconvertir. Aux États-Unis, sous l'impulsion des présidents George Bush puis Bill Clinton, le renseignement entame une autre conquête, celle des marchés. La prospérité n'est-elle pas une composante de la sécurité d'un État? Aux États-Unis, l'économie est synonyme de priorité nationale. La voie est ouverte pour l'espionnage entre alliés. En France, c'est dans les années 80 que, sous l'impulsion du nouveau directeur Pierre Marion, la DGSE s'oriente vers le renseignement économique. Des rencontres régulières ont lieu entre le directeur de la DGSE et les entreprises. Les enjeux dans les années 80, c'était de soutenir un certain nombre de grandes signatures, qu'on appelle aujourd'hui du CAC 40, qui étaient pas mal mis en difficulté par la concurrence internationale, qui était assez brutale quand même à cette époque-là. Il y avait des relations qui existaient, régulières, entre les patrons de ces entreprises et les patrons de cette maison. Ils se voyaient, ils se rencontraient, ils déjeunaient ensemble, etc. Ça permettait aussi de revalider à chaque fois le cahier des charges, les préoccupations, enfin les enjeux sur lesquels les uns et les autres étaient.
Quand je suis parti, il y avait une bonne centaine de personnes qui travaillaient sur ces dimensions-là. Les bonnes affaires demeurent secrètes. En 1981, l'avionneur Dassault vend 50 Mirage 2000 à l'Inde. La DGSE a pu récupérer les offres des concurrents américains et russes et les transmettre à l'industriel qui a su adapter les siennes. Mais on ne gagne pas à tous les coups. Au début des années 80, la DGSE entreprend d'infiltrer 49 sociétés américaines de haute technologie, dont Texas Instruments, IBM, Hewlett-Packard, Corning Glass. Des ingénieurs de haut niveau s'y font embaucher pour avoir accès à des secrets industriels. Mais la CIA obtient la liste des cibles françaises. Les Américains portent plainte. C'est le monde à l'envers. Après avoir agi ensemble contre le communisme, les services français s'attaquent à leurs frères d'armes. L'affaire, très confidentielle, atterrit sur le bureau du Premier ministre Michel Rocard. Il doit négocier avec les États-Unis une sortie de crise honorable. La DGSE s'y était pas très bien pris, enfin ils se sont fait prendre la main dans le sac, qui était évidemment désagréable, c'est une mauvaise manière. Ça a été très aigre, ils ont voulu nous faire paraître devant les tribunaux. J'ai été plusieurs fois à Washington avec la CIA, FBI, pour voir. Finalement, on est arrivé à régler ça et à considérer que c'était du passé. Et ça s'est fini quand même, après pas mal de pression et de désagréments, par une espèce de deal avec une promesse de ne plus continuer et un effacement des comportements mutuels. L'affaire est étouffée, réglée à l'amiable en 1989 entre gentlemen, conformément aux usages non écrits.